Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Je vous retrouve pour le 3e soir consécutif avec le livre de Malek Haddad, La dernière impression, dans l'édition de Bouchan. Comme je vous le disais la première fois, c'est le premier roman de Malek Haddad, après son premier recueil de poésie. Prête-moi ta plume. Le personnage principal, Saïd, est algérien. Il est ingénieur et il est contacté pour donner des renseignements qui puissent servir aux résistants algériens à faire sauter un pont. Nous sommes à Constantine en 1954. Nous nous étions arrêtés sur cette phrase sublime. Aucune ville au monde ne sait parler comme Constantine. Et dans cette ville, Saïd entretient une relation amoureuse avec une Française enseignante, Lucia. Et comme dit Malek Haddad, Lucia aime Saïd, mais elle n'aime pas son pays. Elle a donc demandé son transfert en France. Comment va réagir Saïd ? Prête-moi ta plume. C'est le rocher de tant d'amour. C'est là le cœur de la colère. Constantine. Point d'exclamation sur la plaine glorieuse. Et quel front fut plus haut pour être plus intelligent. Il coule dans les rues, ces rues qu'on ne peigne jamais, 100 000 souvenirs. Par les hivers, elle parle du mois de mai. Monument des monuments où nichent les colombes, où ragent les corbeaux. Il faut connaître Constantine, à l'heure où le soleil est plus durable qu'un moment. C'est une tombe, c'est un berceau, et puis un piédestal et un défi. C'est un refus de pierre, c'est un chœur de guitare. Saïd savait la chanson restée dans la gorge du Rumel. C'est un escalier d'honneur pour le petit jour. Vers l'hôpital civil et le pont de Sidi Rachid, quand les pins sentent bon le tanin et l'amour, il faut voir Constantine se chauffer au soleil. Cette ville est grande comme un morceau de pain. Elle dit ses cafés morts, aujourd'hui silencieux, aujourd'hui plus pensifs. Elle dit les dédales des rues compliquées comme une pensée mal exprimée. Ces petites boutiques où le portrait de Ben Badis voisine avec des sucettes et un poste de radio. C'est une ville forte. En regardant vers le Djbel Wahsh, la forêt des loups, on devine le bled qui veille alentour. Et quelle barricade eut jamais l'altitude de cette ville attentive au bruit des feuilles mortes et aux musiques de l'histoire. Aujourd'hui, soulevant le pavé de ses rêves, la ville a sa banlieue qui va jusqu'aux Aurès. Saïd pressa le pas. Il ne voulait pas manquer son frère qui tous les soirs faisait un saut à la maison. En effet, depuis son mariage, qui remontait déjà à 5 ans, Bouzid, c'était un rite. Arrivé chez sa mère, prenait un café en bavardant avec de vieilles voisines. Bouzid n'était heureux que dans la cuisine de sa mère. Les vieilles femmes connaissent beaucoup de choses.
Il savait écouter. Il savait comprendre. Il apprenait beaucoup. Ces vieilles, il les appelait son folklore. Devant l'école maternelle du faubourg, un quart de police stationnait. Curieux comme effet, un quart de police devant une école maternelle. On s'attendrait plutôt à voir un chariot plein de jouets fabuleux, une troïka de légendes remplie de caramel. Bref, c'était un quart de police. Saïd rencontra Madame Lebois et lui dit bonjour en passant. Madame Lebois, une infirmière, une voisine de toujours, ne lui répondit pas. Elle était pressée. Elle était toujours pressée à l'heure de reprendre son service. Saïd pensa qu'elle ne l'avait pas vue, ce qui était fort probable. Devant sa villa, M. Rogin, un retraité des PTT, promenait sa chienne. Sa femme, depuis longtemps malade, était rongée par un cancer. M. Rogin répondit comme gêné aux questions de Saïd, demandant de ses nouvelles. Décidément, il n'y a pas qu'un convoi de voitures blindées pour vous remettre dans un contexte. M. Rogin avait toujours été un ours. Un brave ours, mais un ours. Depuis la guerre, néanmoins, beaucoup de choses avaient changé. Un instant, Saïd songea à un article de Camus qu'il venait de lire. Le temps est venu où chacun doit rejoindre sa communauté. Or, il se trouve que c'est toujours à tort que les imbéciles se souviennent d'avoir appartenu à quelque chose. M. Rogin n'appartenait à rien, et ne faisait rien d'autre que d'assister au pipi 2 fois quotidien de sa chienne. Saïd ne s'assombrit point outre mesure. Le figuier de ses parents promenait ses feuilles d'éléphant, adolescent, sur le petit jardin qui bordait la villa. Il poussa la grille, qui grinça comme à l'accoutumée. Il évita de sonner et, comme toujours, il frappa 2 coups qui résonnèrent aussi dans sa poitrine. Ce fut Malika qui vint ouvrir. Malika était la fille d'un préparateur en pharmacie qui avait fait la guerre de 1914 avec le père de Saïd. Elle venait souvent tenir compagnie à la mère de ce dernier, surtout depuis le mariage de Leïla, la sœur de l'ingénieur. Ce jour-là, Malika ne souriait pas. Ses grands yeux noirs étaient graves. Ah, quand les yeux parlent moins qu'un regard. Saïd n'eut pas le temps de questionner. La porte du bureau s'était ouverte et M. Belhassan, son père, vint à lui. Malika disparut furtivement. M. Belhassan expliqua sans préambule aucun. Ils sont venus chercher ton frère vers 3 heures du matin. Ils étaient d'abord passés chez lui, puis ils sont venus ici. Mais ils n'ont rien trouvé. Saïd respira. Bien plus qu'une simple fraternité l'attachait à son frère. Bouzid, son aîné de 6 ans, était en quelque sorte sa conscience. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il l'avait baptisé. Ils ont frappé vers 3 heures du matin. Ils étaient une 15aine en armes. Je me suis habillé. Ta mère, tu sais qu'elle est cardiaque. Ils m'ont demandé où il était. Ils ont demandé, ils ont fait, ils ont dit. Pronom indéfini, pronom personnel, ils, on, eux. Ils ont pourtant un prénom, ces gens, qui n'ont pas le sens des convenances. Saïd remarqua que son père ne portait plus sa Légion d'honneur. On tapota à la porte du bureau
Saïd ouvrit. C'était Zulira. Bientôt 2 ans et demi, et des yeux noirs. Mais alors, des yeux noirs. Une petite reine de 75 centimètres de haut. Ta belle-sœur et la petite logeront ici désormais. Cela vaut mieux. Saïd s'agenouilla devant sa nièce qui, fièrement, sortait de la petite poche de sa blouse un coquillage, un noyau de date, un caramel, une pièce de 5 francs et la rosette de la Légion d'honneur de son grand-père. Comment la nouvelle s'était-elle répandue? Personne ne le saura jamais. Dans la cuisine, les vieilles voisines étaient là au complet. Saïd s'attendait à des larmes, à des lamentations. Il n'en fut rien. Il y avait dans les yeux de ces femmes quelque chose de vaguement insolent, de satisfait et d'ironique. Mahdija, la bavarde préférée de Bouzid, se fit le porte-parole de toutes et, de sa voix brisée et grave, elle dit, tout en rectifiant la position de son foulard noué autour de ses cheveux, teints au henné. Ils sont venus et ils sont repartis les mains pleines de vent. S'adressant spécialement à la mère de Saïd, elle ajouta: ton fils n'est plus un enfant, et Dieu est avec lui. À interpréter l'approbation générale de ces vieilles femmes, il était bien facile de conclure que l'Algérie était peuplée de 10 millions de bons dieux. Et malgré sa tension nerveuse, malgré les yeux cernés de sa mère, Saïd ne put s'empêcher de sourire. Tout à l'heure, les écoliers l'avaient réconforté, l'avaient rassuré. Maintenant, ces vieilles femmes le réconfortaient et le rassuraient tout autant. L'histoire d'une longue patience se lisait dans leurs veines saillantes, dans leurs voix plaintives, qui ne se plaignaient jamais. Mahdija avait dit, en posant sa tasse de café, « Les chacals ne peuvent rien contre les aigles. » Près de la cuisinière, Zulira, petit bonheur de 75 centimètres, au pied de Mahdija, 75 ans au moins, s'amusait en chantonnant à introduire dans sa petite oreille la rosette de la Légion d'honneur. La nuit tomba vite. À la demande de son père, Saïd raccompagna Malika. Malika habitait en face de l'école normale de jeunes filles, dans une de ces villas récentes qui dressent leur style banal et leur façade proprette sous les pins d'une forêt qui semble n'avoir d'autre mission que de protéger le sommeil éternel d'un cimetière juif. C'est un cimetière abandonné, dont les tombes bleutées servent par les beaux jours de siège aux amoureux et de table aux pique-niqueurs. Quand, lycéen, Saïd, pour entrer chez lui, coupé par le cimetière, il cachait sous une tombe le paquet de cigarettes qu'il fumait. Le temps, le bon vieux temps des buissons à l'école était mort. Mais le temps des buissons à l'école, on ne l'enterre jamais tout à fait. Saïd était trop pressé de retrouver sa mère pour comprendre la raison qui faisait que le triangle blanc posé sur le visage de Malika était humide. Malika avait pleuré. Des soldats casqués, des mitraillettes, vérification d'identité. Avec sa mère,
et Fadela, sa belle-sœur, Saïd veilla fort tard. Il n'en revenait pas. Ni l'une, ni l'autre ne semblaient tellement affectés par les événements de la veille. On parla, certes, de Bouzid, mais sans trémolo romantique dans la voix, seulement pour regretter son absence, comme si un empêchement banal lui avait interdit de se trouver là. Des trois, Saïd était le plus remué. Bouzid, où était-il? Bouzid dans un avion lointain. Bouzid dans l'incessante rumeur s'en allant vers le sud, s'en allant vers le nord, s'en allant partout. Bouzid dans un coup de frein, dans un abricot fané tombant de son arbre, avec un bruit mat dans le jardin. Bouzid dans le coq qui se trompait d'heure tous les soirs et qui, tous les soirs, saluait une aurore prématurée. En effet, ce coq vivait à l'envers. Tous les soirs, d'une façon têtue, précurseur véritable, il annonçait le matin. Autrefois, Saïd plaisantait sa mère. Il faudrait le porter à l'horloger, ton coq. Depuis le 1er novembre 1954, Bouzid avait coutume de répéter « Ce coq n'est pas si bête que ça. Ce n'est pas lui qui avance, c'est nous qui retardons. » Pareil à celui-là qui reste immobile, très sagement calé dans son fauteuil d'orchestre, pendant que tout le public applaudit, trépigne, approuve, et en quelque sorte s'affirme ainsi le prolongement de la scène, Saïd, les yeux grands ouverts, regardait, comprenait et restait immobile. Sa rencontre avec Ali avait été son premier contact avec le volcan. Il ne désapprouvait pas, mais il n'applaudissait pas. Dans une chambre voisine, il entendait son père ronfler. Il entr'ouvrit les persiennes. La ville flottait entre deux infinis. Un air humide entra. Au rez-de-chaussée, Zulira pleurnichait. Des phrases venaient mourir et revivre sur la croisée de briques rouges. Ils sont repartis, les mains pleines de vent. Saïd revit le sourire entendu et satisfait de la vieille Khadija. Il revit la gamine qui jouait avec une rosette de la Légion d'honneur. Il revit Malika qui le regardait toujours avec des yeux humides et qui, ne sachant quoi lui dire, riait tout doucement, toujours, comme pour s'excuser de ne pas mieux savoir lui parler. Malika qui lui avait avoué un jour « Je t'aime depuis que je suis toute petite ». Il revit Bouzid aux cheveux bouclés, aux lèvres pleines de paradoxes et de sourires, Bouzid aux épaules lentes, aux yeux ronds pareils à ses yeux contemplant une vérité qu'il critique, mais qu'il choisisse. Il revit Bouzid et sa façon de presque fermer la bouche pour dire « Vive les Arabes !» Bouzid qui ajoutait toujours « En fin de compte, vive les Arabes !» C'est incroyable ce que l'on peut rêver quand le sommeil s'en va dormir tout seul. Il avait neigé toute la nuit. Une frange blanche demeurait sur la croisée de la fenêtre que Saïd n'avait pas fermée. C'est Zulira qui cogna à la porte pour réveiller son oncle. Zulira était jolie,
comme une mandarine dans sa chemise de nuit rose. Plus que jamais, un petit bonheur de 75 centimètres. Elle tendit à son oncle le journal que sa grand-mère lui avait donné. La dépêche de Constantine informait ses lecteurs sur 2 colonnes que, la nuit dernière, de nombreuses perquisitions ont été effectuées au domicile de suspects notoirement connus pour être des agitateurs. La dépêche de Constantine ajoutait « La collusion entre nationalistes et communistes n'est plus à démontrer. » Il y avait de la confiture sur les joues de Zulekha, et dans sa main gauche, un morceau de beignet à l'huile. C'est pourquoi un croissant transparent et radieux se dessinait au-dessus des suspects et des agitateurs que titrait le quotidien. Mais les yeux de Zulekha étaient très noirs. Mais dehors, la neige était plus belle que jamais. Avec le journal, Saïd fit un chapeau de gendarme à la gosse, et bientôt leurs rires s'envolèrent, narguant les casques sombres des chasseurs de minuit. L'ingénieur décida d'habiter quelque temps chez ses parents. Ainsi, l'absence, ou plutôt la disparition de Bouzid se ferait moins sentir. Il sortait très peu, d'un naturel très casanier. Il ne s'ennuyait pas, passant ses journées à lire les journaux honnêtes qui pouvaient encore parvenir en Algérie. Ou bien il s'amusait avec le petit bonheur de 75 centimètres. Un matin, vers 5h30, des coups violents furent frappés à la porte d'entrée et aux fenêtres du bureau et de la salle à manger qui donnaient sur une petite terrasse en bordure de la rue. Saïd enfila une robe de chambre et rejoignit son père dans le couloir du rez-de-chaussée. Monsieur Belhassan ouvrit. 3 policiers entrèrent. D'autres attendaient dans une traction. Apercevant Saïd, l'un d'eux dit « Le voilà !» Celui qui paraissait leur chef prit la parole d'une voix indifférente qui sentait son sommeil à plein nez. « Bouzid Belhassan, je vous prie de me suivre. » Déjà, 2 policiers encadraient Saïd qui, très calmement, déclina son identité. En effet, pour 2 frères qui n'étaient pas jumeaux, sa ressemblance avec Bouzid était frappante. Le commissaire maugréa. « J'espère pour vous que vous ne lui ressemblez que physiquement. » Saïd ne répondit pas. L'autre questionna, visiblement pressé d'en finir, en mêlant à la sécheresse de ses questions une professionnelle impatience. « Où est-il ?»« Je l'ignore et je voudrais bien le savoir, » fit le père. « Je vous conseille de ne pas plaisanter. » Monsieur Belhassan, se dressant de toute sa petite taille et regardant le policier bien dans les yeux, très posément, en détachant ses mots de cette même voix que Saïd lui connaissait bien pour avoir été son élève, eut pour toute réponse. « Messieurs, voilà plus de 40 ans que j'ai cessé de plaisanter, depuis que j'ai laissé ça à Verdun. » Ça, c'était la manche vide de son pyjama. Le commissaire n'insista pas. Il rédigea sur le champ un procès-verbal constatant l'absence de Bouzid. Monsieur Belhassan le lut attentivement avant de signer. Bredouille. Saïd, en raccompagnant les policiers, eut le temps d'apercevoir, dans la traction éclairée par la lampe du couloir, l'agent de police musulman
qui avait été l'élève de son père et qui cherchait à se dissimuler au fond de l'auto. Il n'y a pas que les gros fumeurs qui ont envie de vomir au petit matin. Le jour même, vers 11h, M. Belhassan rentrait du marché quand il croisa le facteur qui lui cria « J'ai quelque chose pour vous !» Il neigeait depuis l'aube. Les deux hommes s'abritèrent sous le porche d'un lycée franco-musulman tout en haut de l'avenue Forcioli. Le vent hurlait. Les flocons étaient larges et la couche de neige atteignait bien 20 centimètres. Ordinairement, de cet endroit, on découvrait la ville tout entière, mais aujourd'hui, on ne voyait rien. Le facteur était un homme gros et jovial. Il ne parla pas du temps. Il dit à M. Belhassan « Ils n'ont pas eu ton fils. » Lui aussi savait. Edison devait être un arabe. M. Belhassan empocha un journal, l'École libératrice et une lettre. Profitant d'une accalmie, il poursuivit son chemin. Le facteur lui avait serré la main très fortement. Sur une feuille de cahier d'écolier, Bouzid disait « Je vais très bien. Soyez sans inquiétude. Un jour ou l'autre, ça devait arriver, pour moi comme pour les autres. Que Zulekha ne mange pas trop de bonbons, son petit foie est fatigué. Je suis content, je suis très content. Brûlez ma lettre. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Après, il faut des points de suspension. Mais Bouzid avait dit « Je suis content, je suis très content ». La lettre était postée dans la neige qui s'amusait à avoir du talent. Le vieux Belhassan souriait. Et ce jour-là encore, Zulekha mangea beaucoup de bonbons. Et ce jour-là encore, Zulekha n'eut pas mal au foie. Et ce jour-là ne s'appelait ni lundi, ni jeudi, ni dimanche, car ce jour-là s'appelait Bouzid. Cherif, le beau-frère de Saïd, honorable chef de service aux contributions directes, homme pondéré et toujours rasé de près, ce midi-là était crispé. Sa bonne face ronde, aux petits yeux très enfoncés sous un front large et luisant, semblait celle d'un gamin que son instituteur aurait terriblement vexé devant ses condisciples. Il mangea à peine et ne parla guère davantage. Sa femme Leila ne le questionna pas, absorbée elle-même par ses pensées. En rentrant du marché, son père avait fait un détour par chez elle et l'avait mise au courant de la disparition de Bouzid. Toutefois, il n'avait pu lui faire part de la lettre que le facteur ne lui remit qu'en fin de matinée. Elle raconta donc à Cherif la visite de M. Belhassan, et son mari ne sut que répéter « C'était à prévoir, c'était à prévoir, nous n'aurons jamais la paix. » De quelle paix parlait-il, ce brave shérif? Des 3 heures le matin et des 3 heures le soir au bureau sympathique, dont le personnel subalterne lui savait gré d'avoir ses 2 bachots, de parler sans accent et de faire sortir sa femme? De quelle paix parlait-il? Et quelle paix peut-on regretter quand par un matin de neige on apprend que son beau-frère ne s'est pas rendu à son travail et que des policiers se sont rendus à son domicile? De quelle
paix peut bien parler ce brave shérif, homme heureux, homme arrivé, arabe, pas comme les autres, blessé à Cassino, médaille militaire, propriétaire d'une rutilante frégate et époux d'une femme sage, jolie et fille de famille, ce qui ne gâte rien. Et qu'avait-il prévu qui soit à déplorer le gentil shérif? Fini. Passé midi, l'apéritif avec les collègues dans le bar généreux de Sékémia. Fini la joie de fumer en se montrant de profil, tout en cherchant la clé de contact pour se faire admirer des fenêtres voisines. D'ailleurs, à quoi sert une auto maintenant? Les routes ne vont plus en week-end. Un édifice de rêve s'effondrait pour lui. Il n'y a pourtant rien de paradisiaque à prendre son apéritif, à fumer une cigarette, à voir un bon film le samedi soir. Il n'y a rien de paradisiaque à trouver qu'une secrétaire n'est pas vilaine du tout, à passer ses vacances en Haute-Savoie et à ne pas partager le calvaire d'un peuple entier. Mais, shérif, authentique berbère dont le père et le père de son père ne connaissaient rien d'autre que la vallée de la Soumam, mais shérif, qui avait passé le certificat d'études indigènes, qui avait tiré au sort le jour de sa conscription, qui avait servi à titre d'officier indigène pendant la guerre après un stage au EOR de Cherchel. Mais shérif, l'indigène, qu'au collège on appelait Mimi, allez savoir pourquoi. Shérif, le petit berbère qui avait couru sous les oliviers et les figuiers de Kabylie, shérif était devenu un Français moyen. Il avait cru que les Kabyles ne ressemblaient pas aux Arabes. Il avait cru que Paris était la capitale du monde. Il avait cru que l'herbe pousserait sur la place du gouvernement sitôt l'indépendance de l'Algérie acquise. Il avait dit, avec tous les braves gens, que la casquette du père Bugeaud n'avait pas préservé du coup de soleil colonialiste. Nous manquons de techniciens. Il avait cru qu'il devait tout. Ce n'était pas un méchant homme. C'était tout à la fois un non-sens, un paradoxe et un anachronisme. Les noyés sont dépassés par les événements. Les shérifs sont noyés par les événements. Un jour, l'histoire frappe à la porte des shérifs. Comme elle frappe un peu fort, les shérifs parlent de boucan. Or, ce n'était rien que de la musique. Combien de fois Bouzid avait-il répété à son beau-frère « Tu as tort de ne pas te mettre à jour !» Mais dans un monde en branle, tout le monde croit qu'il sait danser. Bien sûr, ce fut un triste repas. Leïla servit le café et s'habilla pour sortir. Elle allait rendre visite à sa mère. Chérif l'approuva et tout aussitôt enchaîna. « C'est quand même malheureux. Tout à l'heure, un gamin de 18 ans à peine m'a demandé d'éteindre la cigarette que je venais d'allumer. Et il était très poli. Il était poli, c'est vrai. Mais c'est quand même malheureux. » Leïla ne répondit pas et prit congé. Chérif resta seul, mais il n'avait pas dit à sa femme toutes les raisons de ses malheurs. Il alluma une cigarette. Ouf, ici au moins on peut fumer. C'est vrai.
Pour lui aussi, la matinée avait été très importante. À 9 heures, à l'ouverture des bureaux, Cherif, comme à l'accoutumée, était passé faire un brin de causette avec son chef hiérarchique et ami, Monsieur Roland. Il était entré à l'instant même où ce dernier déclarait « Avant qu'on ne touche à un seul de mes cheveux, j'en descendrai 3 ou 4. » Il faut avouer que 3 ou 4 arabes pour un seul cheveu, c'est beaucoup. Le colonialisme n'a jamais eu le sens des proportions. Les bonjours qui répondirent aux bonjours de Cherif furent froids, comme la neige qui s'était remise à tomber. Mais il n'en avait pas l'élégante paix. Cherif avait allumé une cigarette, et faussement indifférent, M. Roland fit remarquer « Vous n'avez pas peur qu'on vous coupe une oreille ?» Ces propos, cependant, ne sentaient ni la plaisanterie, ni la sollicitude. Cherif n'avait pas répondu, n'avait pas su répondre. C'était l'histoire qui frappait à sa porte. L'histoire, ce matin-là, déguisée en Monsieur Roland. Un Monsieur Roland avec qui il avait pris tant d'apéritifs. Un Monsieur Roland qui aimait le couscous que préparait Leïla. Un Monsieur Roland tout petit, tout vilain, confortablement assis sur l'arsenal des lois d'exception. Un Monsieur Roland tout petit, tout vilain, et qui depuis la veille se flattait d'avoir été le premier milicien de son quartier. Un Monsieur Roland tout petit, tout vilain, franc-maçon et membre de la SFIO. Un ancien collègue, un ancien ami, un ancien frère. Ah, où sont les pernots d'antan? Un ancien bon français, un ancien français pas comme les autres, un ancien père qui voulait que sa fille Nicole apprenne l'arabe en première langue au lycée, un ancien pied noir qui se moquait des frangaouis, un ancien « moi je m'entends bien avec les Arabes », un ancien très brave homme qui payait sa mouquère mieux que ses voisins et qui lui refilait ses vieilles vestes pour les donner à son mari. Un ancien « moi je suis un Algérien ». Image des Tartuffes éternels. Et Cherif n'était pas préparé à ce rendez-vous matinal avec l'histoire déguisée en Monsieur Roland. Et Cherif ne sut quoi répondre encore quand il s'entendait dire peu avant midi « Aujourd'hui, on ne sait plus à qui on a affaire. » Mais si ce matin-là, l'histoire s'était déguisée en Monsieur Roland, Monsieur Roland, lui, revêtait ses habits véritables. À l'heure, état d'urgence, il cessait de tricher. Ce moment ne finira jamais puisque Saïd a de la mémoire. Il neige encore. 13 heures. Seulement 13 heures. Lucia dans sa robe de gros tweed est très jolie. Lucia s'en va demain. Demain, elle quittera l'Algérie. Mais d'ici demain, il y a des heures et des minutes. Il y a des secondes. Et puis, toute l'éternité qu'on vole à l'infini. Vous savez bien, tous ces siècles, tous ces 1000 millénaires, quand on se dit « bah, demain il fera jour ». Ces 1000 millénaires quand on se ment. Bien sûr, demain il fera jour.
Le soleil est un vieux maniaque. À quelque chose près, il se lève toujours à la même heure. Mais la lune s'en fiche. Par un de ces accords tacites des ménages blasés, le soleil et la lune ont, une fois pour toutes, décidé de fêter en célibataire le premier ses noces d'or et la seconde ses noces d'argent. Ils font chambre à part. De toute manière, ce moment ne finira jamais, puisque Lucia s'en va demain. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Jusqu'à demain. Bon Dieu, jusqu'à demain. Il n'y a que les malheureux pour savoir se satisfaire d'une si maigre obole. Pour être optimiste à ce point, le temps n'a plus de frontières. Stop, le temps s'est figé. Ce qui n'a de valeur quand son éternité sera contenue dans la petite circonférence qu'imperturbablement vont décrire les aiguilles d'une montre. Et Saïd et Lucia sont immortels comme des arbres. D'ici demain, on verra bien. Mais en général, c'est après-demain que commence la cécité. Lucia est très jolie dans sa robe de gros tweed. Il neige encore. Demain, Lucia s'en ira. Demain, il ne neigera plus. Il ne faut rien gaspiller. Les amoureux sont des avares. 1 seconde et 1 seconde, ça ne fait pas 2 secondes. Ça fait 2 baisers. Mais il faut supplier la neige de ne pas s'arrêter de tomber. Il faut embrasser Lucia. La cheminée a des lèvres rouges. 1 seconde et 1 seconde. Ça fait 1000 ans de souvenirs. Demain, il n'y aura plus de neige blanche. Il n'y aura plus de Blanche-Neige. Mais pour l'instant, rien n'est fini et tout va commencer. Tant que, par un jour de neige, le feu des cheminées parlera des forêts mystérieuses et calmes, tant qu'un moineau viendra sur un balcon picorer les miettes de pain gonflé, tant que les écoliers ne regarderont plus les tableaux noirs pour souhaiter de tout leur cœur qu'à la sortie ça tombe encore, tant qu'une porte fermée sera gardienne d'une chimère frileuse. Il y aura toujours, dans un coin de l'univers, un loup qui a peur d'un fusil protecteur, une cheminée qui fume, et surtout le silence des chansons élémentaires. L'homme se trouve en face de sa vieille compagne, la nature, malgré des Lucia et des hélicoptères. L'hiver, seul l'hiver, a la vertu des premiers chants. Bien sûr, il y a le mendiant qui, dans la rue des Arabes, patauge dans la boue en appelant les hommes. Et ce mendiant a froid. Il est trop malheureux pour avoir du chagrin. Il pleure parce qu'il a froid. L'hiver est un cadeau de Dieu. Le froid n'est que l'œuvre des hommes. Et ce mendiant qui va promenant ses yamoumnines serait le premier à trouver la neige jolie s'il avait chaud quand il fait froid. Les congestions pulmonaires, ce n'est pas une question de température, c'est une question de manteau. Si Dieu fait des moutons, les hommes tissent la laine.
Rien n'est métaphysique dans le malheur humain. Saïd avait pensé à haute voix. Lucia le taquina. « C'est le temps qui te rend philosophe ?»« Non, répondit-il. C'est l'alcool. » Saïd ne supportait pas l'alcool et n'aimait pas boire. Rien de plus banal que le chagrin. Dans tous les films, dans tous les romans, dans toutes les chansons grises, un Saïd boit quand une Lucia le quitte. Pour oublier. Pour oublier quoi? L'alcool n'a jamais procuré d'amnésie au Saïd. Pour avoir du courage, le verre de rhum qu'on offre au condamné lui donnera-t-il plus d'assurance pour monter à l'échafaud? Et si le condamné ne buvait que du lait? Le quart de gnôle avant de monter à l'assaut pour un coup de fouet? Mais les soldats ne sont pas des chevaux. Alors, pourquoi? Pour écrire un chef-d'œuvre et signer Utrio? Pour parler de l'automne et s'appeler Verlaine? Ou pour qu'un Saadi puisse chanter des vierges à l'ombre des raisins? Non. Erreur. Alors pourquoi? L'habitude, c'est la force acquise. Mais au début, mais pour la première fois, pourquoi boit-on? Mais au début, mais la première fois, il y a l'horizon qu'on ne peut atteindre, qu'on ne peut saisir, qu'on ne peut posséder, pas plus avec ses mains qu'avec ses yeux. Il y a l'oiseau bleu, il y a la gazelle, il y a le mirage. L'oiseau bleu qui s'envole, la gazelle qui s'enfuit, le mirage qui vous nargue. Mais au début, mais la première fois, il y a dans ce train qui roule à toute allure un wagon, et dans ce wagon, il y a un sourire qui vous sourit. Et vous êtes sur les quais de la petite gare de l'ennui, de la petite gare de la mort. Une de ces petites gares où les trains ne s'arrêtent jamais. Pourtant, vous l'avez vu, ce sourire qui vous souriait. L'espace d'une seconde, mais vous l'avez vu. Vous en êtes sûr. Alors vous courez. Vous courez comme un fou derrière le train pour le plus désespéré des marathons. Mais le train roule à toute allure, mais vos forces s'épuisent. Alors vous vous arrêtez au bord de la voie et vous vous asseyez près de la première source venue, ayant eu juste le temps d'apercevoir une dernière fois, avant que le wagon disparaisse dans le tunnel, le sourire qui vous souriait. Vous interrogez le chef de gare. Le chef de gare vous apprend que ce train ne passe sur cette voie qu'une fois toutes les vies. Et comme vous avez couru, et comme vous avez soif, vous plongez vos lèvres à la première source venue. Vous buvez. Justement, vous buvez. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chères amies auditrices, chers amis auditeurs qui nous avez accompagnés ce soir, je vous dis à demain pour la suite de ce premier livre de Malik Haddad qui porte le titre de La dernière impression. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani.
Prête-moi ta plume. واحد ربي عطاه كيما حب يسيب، والاخر ربي بلاد محلته صابر. واحد مرضو طال مجبر لي طبيب، والاخر مثلي يعابر. واحد ساعة دوام وبقى مدة غريب، والاخر فكره كي بحالي مسافر. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع لي ضر في قلبي رشاه. نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حذاه. اوعد كل الخلق بالدعاء ورسم، وحشا مني خيب من طلبه ودعاه. نادى في بحر غامق مظلم، من بطن الحوت خرجوا سالم الجاه. موسى في قصته مع الطاغي المجرم، حفظوا أنبي وغرق الظلام عداه. الخليل تلاح في داخل مجحم، حر النيران برد وبرهان وطفاه. يوسف ماذا شاف في السجن من الهم، سرحت وشفيت من بصر وباباه. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع لي ضر في قلبي رشانه. نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حباه. اوعد كل الخلق بالدعاء ورسم، وحشا مني خيب من طلبه ودعاه.
العقل وذاق حالي وتألم، وطلع ليا ضر في قلبي رشانه، نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دون ولا حداه، وعد كل الخلق بالدعاء ورسم، وحشا من يخيب من طلبه ودعاه. الشفاعة يوم الجاه، بجاه القرآن آيات وحكم، وبجاه كل حرف مع معنانا، بجاه الرسول وكتبهم والأنبياء كل حمد بنطق سمانه، رجع غربتي كل جاني متحتم، فرج عنه ويرجع السيل المجراه. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع ليا ضر في قلبي رشانه، نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حداه، وعد كل الخلق بالدعاء والصم، وحشا من يخيب من طلبه ودعاه. عجل لي يا خلقي وفي ذا الغم، مبروك ذاك النهار راني نتمناه، ماني طالب عبد تحتون الذمم، واش يدير العبد في خصلة معطانا، ظني فيك كبير يا نعم الحكم، واللي طلبك ما يصيب الا مرضانا، بن فاطمة قال ذي الكلمة واختم، بالصلاة عليك يا رسول الله.